C'est très important pour nous de recevoir, pour nous tous, mais c'est particulièrement important pour nous de recevoir Monsieur le Grand Rabbin de France, puisque vous savez qu'il est devenu le Grand Rabbin de France très récemment, et notre grand... Il y a un an, déjà. Et un autre grand personnage de l'Église qui est frère Samuel, philosophe, membre de la confrérie de Saint-Jean. Et tous les deux, ils sont deux personnages exceptionnels, non seulement parce que ce sont des grands théologiens, des hommes de Dieu, mais aussi parce que ce sont des hommes de la cité. Et donc, ils sont inséparables, au fond. Et c'est une jolie image. Et ma première question, peut-être pour le grand rabbin, s'il le veut bien, c'est d'abord ce que vous pensez de nos travaux, parce qu'au fond, vous êtes venus tous les deux, et c'est une grande fidélité qui est la vôtre, et je tiens à vous remercier de l'honneur que vous nous faites. Vous êtes venus déjà 2 fois. Comme on le rappelait dans les films que vous avez vus du départ, vous avez vu donc l'évolution des travaux, parce que nous avons nous-mêmes tous évolué avec les travaux que nous avons menés tous ensemble. Donc d'abord, comment voyez-vous évoluer cette notion de performance sociale et de capitalisme responsable? Et que pensez-vous, que voyez-vous même autour de vous sur ces sujets? Monsieur le grand rabbin. Bon. D'abord, je ne sais pas si toi tu es d'accord, mais vous avez remarqué que le petit, je voulais savoir quelle classe il était. Ouais, mais le petit, il a dit, il est né dans Internet. C'est marrant comme formulation. Alors, Samuel et moi, on se disait, nous, on est peut-être dans les nuages, dans le cloud, mais lui, il est dans Internet. C'est assez étonnant. Donc, bravo pour ta formulation. Deuxièmement, de manière plus personnelle, vraiment personnelle, c'est la première fois que nous partageons un débat ensemble depuis la mort de son papa, qui a été un grand serviteur de l'État et un grand entrepreneur. Alors d'habitude, on avait le parapluie moral de son père qui nous rassemblait. Là maintenant, c'est nos idées qui vont devoir nous rassembler. Ou alors ton papa nous fait confiance pour pouvoir continuer ça. Il y a la communion des saints quand même. Hein. Oui, on peut dire ça comme ça. La grande différence de ce que je vois dans l'évolution des sujets, c'est qu'au début, les premiers entretiens, vous vous demandiez est-ce qu'il faut faire quelque chose de ce type, et que maintenant vous vous dites comment le faire, comme si l'idée était évidente maintenant. Ce qui montre une grande progression et quelque chose d'intéressant. C'est maintenant, dans le concret, comment le faire. Donc, ce qui veut dire que vous avez déjà gagné le combat de convaincre tous les grands groupes qu'il faut impérativement non pas jouer que sur l'image d'une véritable responsabilité, mais qu'il faut avoir des actions concrètes qu'on décline au niveau de chacun et chacune des membres de ces entreprises. Samuel ? Moi, ce qui me frappe, c'est qu'au fond, on sent bien que le comment, il commence à toucher les personnes, je dirais, on commence à toucher le noyau dur de la question. Et qu'au fond, la performance sociale, à la fin, c'est quelque chose d'essentiellement qui se passe entre des personnes. Il faut qu'il y ait la législation, l'encouragement, je dirais, tout le discours qui l'accompagne. Mais à la fin, on voit bien une fois que les DRH, les dirigeants, tout le monde est d'accord, c'est dans la relation entre les personnes, dans les équipes que ça va se jouer. Et c'est là que je trouve que la question devient cruciale, dans le double sens du terme. C'est-à-dire que, pour moi, ça touche la question de la confiance. Je trouve qu'on est dans un monde paradoxal, à la fois qui aspire à une immense confiance, et on l'a vu, la jeune génération aspire à cette convivialité, partage, solidarité, créativité, et transformer la difficulté en chance. Et en même temps, on ne peut pas dire que dans un pays comme le nôtre, y compris dans les entreprises, le taux de confiance entre les personnes augmente de mois en mois. On sent très clairement que la difficulté, elle est jusqu'où est-ce que je fais confiance? Et pour moi, la question, c'est est-ce qu'on partage le risque? Est-ce qu'on mutualise le risque? Ou est-ce qu'au fond, on est prêt à tout pourvu que le risque soit non mutualisé? C'est-à-dire que finalement, on est prêt à partager, mais vous voyez, le seuil qu'on ne franchit pas dans la relation sociale, donc, à mon avis, dans la performance sociale, c'est le saut de la confiance, c'est-à-dire où je prends le risque avec l'autre. Et où je ne peux pas calculer, d'avoir toujours une espèce de verrou de sécurité qui fait que c'est sous condition du risque. À tel point que parfois on externalise le risque. Puisque dans certaines entreprises qui ont des activités qui peuvent porter du risque, soit environnemental, on l'externalise, soit en confiant à quelqu'un d'autre. On voit bien dans beaucoup d'activités. Alors qu'en vérité, plus une activité serait porteuse de risque, puisqu'on devait l'avoir proche de nous pour pouvoir mieux la contrôler et la sécuriser. C'est pas ce qu'on voit.
Donc on voit bien qu'il y a cette notion de mise à distance du risque, et il a parfaitement raison, parce que c'est en fait, non pas, on n'est pas complètement dans un monde de défiance. Je ne pense pas que ça augmente de manière exponentielle la confiance, mais en même temps, on n'est pas dans un monde de défiance absolue, contrairement à ce que beaucoup voudraient le dire, parce qu'il y a un véritable attachement, et on en parlait tout à l'heure, un attachement à l'entreprise, au projet d'entreprise. Et moi, je vois maintenant des jeunes qui ont entre 30 et 40 ans, c'est terrible, maintenant je dois dire, c'est des jeunes, maintenant je commence à voir, qui ont des diplômes formidables, et qui sont capables de lâcher une boîte quand ils ne se sentent plus en adéquation avec le projet global de la boîte. Pas avec uniquement les méthodes de management, avec les méthodes telle ou telle chose, le projet global, ce qui est nouveau. Parce que ça veut dire qu'on ne peut plus fidéliser des employés, y compris à très haut niveau, si on n'a pas le sentiment d'agir aussi en convergence avec nos propres aspirations et nos propres responsabilités. Mais moi, j'aurais tendance à dire que ce qu'on a à vaincre, c'est cette espèce de fantôme qui augmente, qui est celui de la manipulation. Hein. On est dans un monde hyper efficace dans lequel l'instrumentalisation des individus les uns par les autres via le système est comme une espèce, c'est à la fois une réalité, mais c'est aussi une espèce de mythe négatif. Et on voit bien que la seule antidote à cette méfiance de se faire avoir quelque part, par l'entreprise, les uns par les autres, par le système, c'est l'expérience du risque partagé. Quand au fond, on est ensemble à risquer son existence, on peut plus se méfier les uns des autres. Parce que d'une certaine manière, on le voit bien, quand on fait de la haute montagne ensemble, voilà, on est en cordée au sens très fort du terme. Et je pense que c'est ce seuil, jusqu'où est-ce que nous allons être capables. Alors, c'est vrai à l'intérieur d'une entreprise, et je pense que l'entreprise est un lieu tout à fait privilégié pour le vivre. C'est vrai à l'intérieur de la famille, c'est vrai à l'intérieur d'une société civile, c'est vrai à l'intérieur de l'Europe, c'est vrai à l'intérieur du monde. La vraie question, c'est ça, c'est jusqu'où nous sommes non pas solidaires par générosité, mais jusqu'où nous mutualisons, nous acceptons d'être interdépendants. C'est le moment où l'interdépendance commence à faire peur. Et je pense qu'on en est là. Allons-nous franchir le seuil d'une interdépendance dans lequel nous prenons vraiment le risque complètement ensemble. C'est peut-être utopique, parce que l'individualisme et la peur surtout, parce que c'est la peur à la fin, est quelque chose de très très fondamental, mais je pense que les forces qui sont à l'œuvre dans ce temps de la mondialisation, et puis cette aspiration pour humaniser cette mondialisation au fond, au bien, à l'excellence d'être heureux les uns avec les autres, quoi. Enfin, la bonté, faire vivre la bonté. Et la bonté, ça implique, ça n'existe que dans l'échange, que dans le partage. Ça n'existe pas uniquement comme quelque chose que je calcule pour l'avoir. Ouais. Là, si tu permets, j'embraye là sur un truc, parce que d'abord, je voudrais parler de bienveillance plutôt que bonté. Et le Talmud, alors permettez, je suis rabbin, il faut bien sûr que je parle de Talmud, cite une histoire incroyable que je voudrais partager avec vous. 3 rabbins discutent. Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon. Le Talmud, on est en l'an 200 de notre ère. Rabbi Yehuda dit, Rome, c'est magnifique, extraordinaire Rome. Ils font des ponts et ça relie les gens entre eux. Ils font des bains et c'est formidable pour l'hygiène, pour le bonheur, c'est formidable. Ils font de l'urbanisme et c'est formidable parce qu'ils installent de la voirie, des trucs, c'est formidable. Rome, c'est extraordinaire. Ok. Rabbi Yossé se tait. C'est rare un rabbin qui se tait, mais il y en avait au moins un, il fallait bien qu'il y en ait un. Rabbi Yossé se tait. Rabbi Shimon dit Rome, c'est une catastrophe. Rome fait des ponts pour y installer des péages. J'espère qu'il n'y a personne de chez Vinci ici, mais en gros, le principe, Rome fait des ponts, c'est vrai, mais c'est pour mettre des péages. Rome fait des bains, mais c'est pour se livrer à l'hédonisme et à la luxure. Rome fait de l'urbanisme, des marchés, pour y installer de la prostitution. Qui a raison? Le Talmud ne tranche pas. Je transpose. Rome, c'est loin. Je transpose. Le capitalisme fait des grandes choses, énormes, des réussites extraordinaires. Il rapproche les hommes entre eux, il permet le développement. On a voulu transformer la Chine, on a juste donné 20% des gains aux Chinois. Ils ont fait décoller leur économie. Juste un peu, c'est exactement ce qu'on trouve dans la Bible avec Joseph. Il fait travailler les Égyptiens, il prend juste 5% pour le pharaon, l'économie de l'Égypte a décollé. Rabbi Yossé se tait. Parce que le capitalisme, qu'est-ce qu'on peut dire du capitalisme? Il est là. C'est le pire des systèmes à l'exclusion de tous les autres. Donc ça ne sert à rien de dire quelque chose, il faut faire avec ce qu'on a. Et Rabbi Shimon lui dit, le capitalisme, c'est terrible. Il y a des exclus, il y a des gens au bord de la route, il y a des gens qui sont écrasés par le capitalisme, le Nord se construit au détriment du Sud. Autrement dit,
C'est vrai qu'il y a des avancées technologiques, mais c'est pour mettre des péages. C'est vrai qu'on améliore les choses, mais c'est pour tout vendre. Prostitution, c'est pour tout est marchandise. Le corps devient marchandise, l'humain devient marchandise. Donc ça sert à rien. Le Talmud ne tranche pas pour dire qui a raison. Et l'idée, c'est de les penser, ces trois ensemble. C'est-à-dire que si on ne pense pas le capitalisme sans les interrogations éthiques et sans le rabbin qui se tait, qui nous dit on ne peut pas faire autrement, on doit faire avec le système qu'on a et non pas prendre ce système, la meilleure part du système, mais avoir toujours à l'esprit les interrogations éthiques sur le système. C'est-à-dire qu'on doit penser à la fois celui qui dit on peut faire de merveilleuses choses, et on peut faire de merveilleuses choses. L'entrepreneuriat nous montre qu'on peut faire des choses merveilleuses. Regardez ce petit jeune qui a envie d'être entrepreneur, c'est-à-dire qu'il a envie d'être responsable du monde qu'il va créer. À Polytechnique, on est en train de construire un bâtiment entier pour avoir une pépinière d'entreprise à Polytechnique. Le président de Polytechnique s'est fixé comme enjeu d'avoir des entreprises créées par les étudiants. C'est-à-dire, en gros, tes grands-parents. Parce que tu as 16 ans, et ils ont 19 ans, donc c'est bien. C'est, en gros, voilà. Mais c'est ça, l'idée. Mais toujours en pensant avec Rabbi Shimon, qui dit, attention, n'oubliez pas qu'il y a toujours des gens qui sont exclus, et que vous ne pouvez pas légitimement produire, sans voir que vous produisez aussi de l'exclusion. Et donc, vous devez arriver à cette notion de bienveillance, c'est-à-dire trouver le moyen, non pas de les prendre par charité, mais parce qu'on a besoin aussi de ces femmes et de ces hommes qui, à un moment, n'arrivent pas à être dans le système, mais qui permettent au système d'être plus fluide, d'être plus humain et de rassurer toute une société. Parce qu'on ne peut pas se construire sur le long terme en sachant qu'il y a des vies, parce que ce sont des vies, qui payent le tribut de notre avancée. Vous êtes d'accord avec ça, Samuel? Oui, et je pense que cette bienveillance, la performance sociale dans l'entreprise, elle dépend essentiellement du repérage. Et ça ne se repère pas comme le reste. On n'évalue pas des talents ou des compétences techniques ou même managériales comme on évalue de la bienveillance. Les gens qui sont générateurs de bienveillance, relais de bienveillance, qui, à mon avis, font le lien essentiel de l'humain dans l'entreprise, ne sont pas toujours les mêmes figures que ceux qui sont les performants. Et en plus, on ne va pas leur mettre des médailles, parce que le propre de la bienveillance, c'est qu'elle fonctionne de manière discrète. C'est parce qu'elle est avec des signaux faibles et qu'elle travaille, je dirais, en backstage, en permanence. Hein. Et ces personnes-là sont des personnes ressources. Je ne veux pas dire que c'est des ressources qui deviennent rares, mais ce n'est pas si simple de trouver des gens, y compris on se bat dans Paris, des gens qui sont des générateurs de bienveillance malgré la tension collective. Voilà, ces gens-là sont précieux. Et pour moi, c'est vraiment le recrutement et c'est se mettre à l'écoute d'eux. J'aimais bien tout à l'heure le fait de partager les idées. Je pense d'écouter ces personnes-là, trouver la manière les ressources humaines. Le DRH, il doit être complètement à l'écoute. C'est là qu'il va apprendre son métier. C'est d'eux qu'il va apprendre son métier en permanence, en dehors de tout ce qu'il sait faire par la GRH. Mais la GRH, les sciences des ressources de la gestion humaine, la bienveillance ne fait pas partie des cadres. Donc on est sur comprenez bien, sur une réalité anthropologique qualitative qui ne se cerne pas par du chiffre. Il faut de l'évaluation, parce qu'on avait eu la première, je me souviens très bien, la première rencontre avec tous les... Mais il ne faut pas que l'évaluation, c'est comme les bons points et les mauvais points. Tout le monde sait que c'est pas... On peut être un très bon élève et un très mauvais père de famille, parce que tant on avait des points, des bons points, des mauvais points, on était super fort. Puis quand tout d'un coup, il faut prendre une responsabilité en direct sans avoir une récompense derrière, on ne sait plus faire. Donc il faut que la loi, que les évaluations, tout ça encourage. Mais à la fin, ça va se jouer, moi je dirais, dans le plaisir de la bienveillance réciproque. Parce que je trouve que c'est ça qui nous manque. Il y a quand même il y a peu de plaisir aussi profond que d'être bien ensemble, quoi. Ça, c'est très joli. Samuel avait développé une fois avec moi cette idée. Le drame, c'est que quand il y a une tension sur l'entreprise, la première chose qu'on fait, c'est qu'on enlève les gens qui ne semblent pas être productifs. Ces gens-là, c'est exactement comme dans un moteur d'avion. Moi, j'étais aviateur. Enfin, je suis toujours un peu aviateur, mais j'étais à l'armée de l'air. C'est comme si dans un moteur d'avion, vous gardez toutes les pièces, toutes, mais vous enlevez juste l'huile. Essayez sur votre voiture, vous verrez ce que ça fera. C'est exactement ça. Toutes les pièces sont là, les turbines, tout est là, dans le moteur, tout. Ce qui produisent de l'énergie, tout. Mais l'huile, ce qui répond à un psaume magnifique, qui dit comme l'huile qui descend de la barbe d'Aaron et qui descend sur les monts de Hermon. Aaron était le symbole dans la Bible de la bonté absolue, la bienveillance. Il apporte la paix et il y a besoin de cette huile dans l'entreprise, c'est-à-dire ce qui donne du liant et qui n'est pas forcément quelque chose qui semble être essentiel, vital dans le système de l'entreprise. Quand on est jeune, on a encore l'expérience de la fraternité à portée de main.
c'est la bienveillance qui l'entretient. La fraternité, c'est très facile de le souhaiter, c'est beaucoup plus difficile au fur et à mesure qu'on vieillit et que le pouvoir augmente, et qu'on est dans la désillusion aussi des épreuves relationnelles, de maintenir cette... Parce que le psaume qu'a cité Haïm commence par « Comme il est bon et doux pour des frères de vivre ensemble ». Voilà. Et cette notion, c'est pas la notion, mais l'expérience de la fraternité, je trouve, moi, dans une entreprise, voilà, c'est ce qu'on sent. On sent les entreprises où les gens sont heureux, c'est celle où quelque chose d'une espèce de fraternité faussement spontanée, c'est-à-dire qu'en fait, elle a été choisie. Voilà. Et là, que bizarrement, on est bien. Ça, je pense que ça, c'est la très grande performance sociale, et que, alors, je pense que n'est pas si loin peut-être le jour où certains accepteront de régler les autres curseurs de la performance en fonction de celui-là, de faire du tuning, vous savez, d'arriver au son où précisément là, voilà, on sait que si on commence à vouloir accentuer la productivité, travailler trop sur la délocalisation des individus, voilà. Le jour, je travaille pour une entreprise qui est Shell, et où il m'expliquait qu'en fait, il bosse beaucoup par Internet, par Skype, parce que la même personne travaille avec des collaborateurs qui sont partout. Et ils soulignaient tous la difficulté qu'il y a, au fond, à maintenir une qualité de relation humaine quand on est tant à distance. Et je me dis, ben voilà, c'est un très bon horizon qui permet de réguler les autres. Alors cependant, on va être obligé malheureusement de conclure, mais c'est ça le problème, c'est que dès qu'on est avec tous les deux, on pourrait passer évidemment des heures. Mais vous parliez d'huile tout à l'heure, monsieur le grand rabbin. On va entendre dans quelques instants justement de l'huile, c'est-à-dire on va voir ce que des grandes entreprises confrontées à une compétition acharnée à l'échelon international arrivent à mettre comme huile dans les rouages pour faire en sorte que le projet de l'entreprise soit partagé par tous. Alors, ce n'est pas un monde idéal, ce n'est pas un monde idyllique. On est loin de l'idyllique. Cependant, on est en mouvement. C'est-à-dire que ce mouvement que vous avez la gentillesse d'accompagner depuis quelques années est en progrès. Comme nous-mêmes, nous sommes, je pense, tous en progrès. Il y a encore beaucoup à faire par rapport au degré d'absolu que vous représentez. Est-ce que vous êtes optimiste? Parce que tout à l'heure, il y a eu cette question qui a été posée au patron qui était là. Est-ce que vous êtes optimiste sur ce degré de conscience qui est quand même en train de s'élever vers un capitalisme responsable? En quelques mots, pardonnez-moi. En quelques mots. D'abord, niveau de perfection, poil au menton. Est-ce que la perfection de l'homme, oui, et de la femme, c'est sa perfectibilité? Par nature, si vous pensez arriver à une perfection, vous êtes cuit. Donc disons, on est tous en progrès, vraiment tous en progrès. J'aime la phrase du pape, c'est pas que je fasse du benchmark, mais enfin, je vois ce qui se passe à côté. Hein. Le pape, quand vous le rencontrez, j'ai eu cet honneur, il vous dit « Priez pour moi, je suis un pécheur ». Je reprends ces mots, je suis un pécheur. Pas parce que c'est fait bien de dire je suis un pécheur, mais parce que si on n'a pas cette conscience profonde qu'on a quelque chose à améliorer, alors on est arrivé, on est abouti, on est arrêté, on est descendu du train, on n'est plus dans le train. Donc, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est mal d'accord sur cette idée, on peut pas accepter, moi je ne peux pas accepter qu'on me voit comme une perfection, surtout pas. Alors, si vous parliez à ma femme, elle vous dirait que non, évidemment. La deuxième, pour répondre plus précisément, ça tu ne peux pas dire toi, parce qu'évidemment, ça c'est... Pardon. Moi j'ai mes frères. Oui, tu as raison. Tu as raison, ils sont peut-être encore plus durs que mon épouse. Ça c'est très joli, tu vois. Je savais que tu es prophétique. Regardez dans Les Misérables, au tout début, l'évêque de Digne reçoit Jean Valjean, et Jean Valjean lui vole les chandeliers, et les gendarmes l'attrapent, ils le ramènent à l'évêque, et l'évêque dit non, je lui ai donné. Et Jean Valjean est sidéré de tant de bonté, il lui dit mais comment vous m'avez accueilli, vous ne connaissiez même pas mon nom. Et l'évêque de Digne lui répond, avant même que vous n'entriez, vous en aviez un que je connaissais. Jean Valjean lui dit, mais comment c'est possible? Il dit, oui, vous vous appelez mon frère. Ce qu'il dit l'évêque de... Alors, ce que je voulais dire, pour répondre rapidement à votre question, pardon, en 2 secondes, c'est que votre question, elle est traitée exactement dans le Talmud, et dommage que le prédécesseur ne soit pas resté là, parce qu'il aurait bien eu besoin d'entendre ça. Rabbi, le Talmud pose une question. Il y a une rue entière avec des fabricants de poterie. Un nouveau fabricant veut s'installer dans la rue, un vendeur, et il vend beaucoup, beaucoup moins cher que les autres. Est-ce qu'il a le droit de s'installer ou pas? Rabbi Yehuda dit non, parce que tous les clients vont aller chez lui, et ça va appauvrir tous les autres vendeurs. Les rabbins disent oui, il peut,
parce que ça va faire baisser le prix pour l'end-user, pour l'utilisateur final. Okay, qui a raison? Comme toujours, tension entre les deux. Je schématise. Lundi, si en gros, vous avez 3 opérateurs, disons, imaginons de téléphone, et il y en a un 4e qui arrive. Alors, il va prendre 10 millions de clients, les autres ils vont dire on n'a plus de marge, et donc ils vont, si ce n'est s'appauvrir, en tout cas moins s'enrichir. Et ils disent, eh ben oui, mais si on ne s'enrichit plus, on ne fait plus de marge, on ne peut plus investir dans la 5e G, dans le machin, dans le tralala. Ok, d'accord. Ça, c'est Rabbi Houda. Il dit donc il faut protéger le système pour lui permettre de se développer harmonieusement, que tout le monde puisse en vivre. Les rabbins disent, ça on s'en fout, ce qui compte, c'est l'intérêt du client. Que chacun puisse avoir le meilleur prix, donc celui... En réalité, il faut les penser tous les deux, et c'est ça la vraie réponse à votre question, c'est qu'il y a des progrès qui sont faits, et ces progrès ouvrent d'autres progrès possibles. C'est ça. C'est toujours un chemin et une tension éthique entre les deux. Samuel, pour conclure, Oui, pardon. moi, ça va être plus court. Le philosophe en moi est pessimiste. Le dernier écrit d'Aristote, qui s'appelle Les Politiques, alors qu'Aristote est vraiment un homme qui a consacré sa vie à chanter un immense hymne philosophique à la grandeur de la personne humaine, mais quand il regarde la personne humaine dans le collectif, il a plus de mal. Pourtant, on est à Athènes, dans le plus beau des siècles qu'Athènes n'ait jamais connu. Et donc, le philosophe en moi n'est pas optimiste, parce que les logiques humaines telles qu'elles sont à l'œuvre dans ce que nous vivons aujourd'hui, voilà, sont rarement marquées par la vertu, le courage et le sacrifice de soi. Soyons clairs, dans l'histoire d'une civilisation, rêver qu'on va faire ça sur la base de la facilité, de l'autovalorisation et de l'égocentrage, je crains. Par contre, c'est vrai que le frère en moi, et ce n'est pas pour faire de la formule, hein, lui est optimiste, parce que la situation de tension, de détresse même, hein, dans lequel nous met ce monde à la fois merveilleux et extraordinairement stressant, peut nous rapprocher extraordinairement les uns des autres. Voilà. Et c'est vrai que, là encore, ce n'est pas pour faire des phrases, mais l'expérience qu'on fait avec Haïm, parce qu'avec Haïm, on s'est rencontrés, on s'est aperçu au bout de 10 minutes qu'on était des frères. Des gens qui croyaient qu'on se connaissait depuis, ils nous disaient oui, on a fait une conférence ensemble, les gens nous ont dit oui, on voit que ça fait des années que vous vous connaissiez, en fait ça faisait 15 jours. Voilà. Et donc quand tout d'un coup on fait l'expérience d'être humainement aussi proche sans qu'on l'ait choisi et qu'on l'accepte, ça c'est quelque chose qui ne relève pas de l'analyse philosophique, qui est de l'ordre de l'improbable dans le monde dans lequel on est. Et ce genre d'expérience, alors ça fait être éminemment optimiste. Bravo, merci beaucoup à tous les deux.